Et c'est donc la suite de cette journée spéciale au Musée de l'Homme avant sa réouverture. Donc demain, maintenant, pour vous, le public, le grand récit de nos origines qui se raconte dans ce lieu extraordinaire qui domine le Trocadéro, qui sont les premiers représentants de l'humanité. Qu'est-ce qui nous distingue des autres espèces et comment allons-nous évoluer dans le futur? Avec mes invités, nous allons entrer dans ce temps long pour comprendre ce qui nous relie à nos ancêtres. Et vous pouvez nous rejoindre avec toutes vos questions sur franceinter.fr, également sur le mot-clé l'attaque et avec les questions du public que je salue chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Et puis comme tous les jours, à la une de la science, également consacrée au Musée de l'Homme. Aujourd'hui Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu, oui, on ira faire un tour devant le musée pour rencontrer les futurs visiteurs et dans l'ombre des réserves pour vous présenter les pièces que vous ne pourrez pas voir dès demain. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Stéphanie Texier, préparée par Emmanuel Fournier avec Margot Dullard. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Mes invités en direct du Musée de l'Homme, la commissaire de l'exposition Evelyne Heyer, Agnès Parent, responsable du projet exposition du musée, et Alain Froment, responsable des collections d'anthropologie biologique. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ça va, en forme? Tout à fait. Evelyne Heyer, pas trop fatiguée? Là, quand même, oui, mais on est tellement contents, on est quand même un peu sur un nuage, c'est génial. C'est vrai, oui. Vous avez évidemment l'adrénaline qui doit vous permettre de rester là encore bien réveillé. Agnès Parent, c'est vrai que vous avez peu dormi ces dernières heures pour mettre tout au point. Effectivement, moi et mon équipe, voilà, ça a été des longues journées qui se sont terminées, achevées très tard, voire très tôt, voilà. Bon. Mais on est très content d'avoir relevé ce défi. Mais ça se voit, et vous avez bonne mine quand même, voilà, vous avez le sourire pour accueillir le public. Alain Froment, c'est toute une population d'humains qui composent les collections du musée. Est-ce que ces milliers d'individus ont besoin de recevoir des soins permanents justement pour être conservés dans de bonnes conditions? Ils ont d'abord besoin de respect, parce qu'ils témoignent de la longue aventure humaine. C'est ce qu'on a voulu faire passer comme message dans le musée. Et puisque ce sont des restes humains, ce ne sont pas des objets, on doit donc les traiter avec toute l'éthique nécessaire et en même temps les considérer comme des archives de l'humanité qui nous racontent une histoire. Agnès Parent, des années de cogitation avant donc l'ouverture demain du public. Est-ce que nos ancêtres vous ont donné beaucoup de fil à retordre? Nos ancêtres, non. Bah, évidemment, il a fallu restaurer certains objets, s'y prendre à l'avance. Après, sur, entre autres, cette partie sur l'histoire de l'évolution humaine, c'est pas simple de mettre en avant des hypothèses et que le visiteur comprenne ce qui relève du sûr et du moins sûr. Ouais. Evelyne Heyer, ce musée de l'Homme, ce nom même de musée de l'Homme, est-ce qu'il a été discuté? Est-ce qu'il aurait pu changer avant la réouverture? Il a été âprement discuté, surtout que c'est par les femmes en particulier. Oui, c'est des femmes qui sont à la tête de ce projet. Donc il y a Agnès, il y a moi, il y a Cécile Aufort, il y a Z Casalas, la scénographe. Donc homme. Bon, ok, on lui met un grand H et ça va, quoi. Bon, donc ça a passé quand même, malgré tout. Allez, on va se retrouver dans quelques instants ensemble pour ce voyage vers nos origines avec les questions des auditeurs et celles du public. Mais avant de rentrer dans le détail des nouvelles collections, Axel, vous vous êtes arrêté à l'entrée du musée hier après-midi sur la place du Trocadéro pour discuter avec les patients. Les passants, Mathieu. Voilà, c'est moi qui suis un peu malade. Mais j'avais très envie de savoir ce que les Parisiens et les touristes auraient choisi de mettre dans ce nouveau musée de l'Homme s'ils avaient pu le garnir eux-mêmes. Qu'aurais-je choisi? Ah, j'aurais bien voulu voir la petite Lucie. Des squelettes d'hommes préhistoriques. L'encéphale. Le cerveau. Le cerveau. Je pense que c'est pour beaucoup ce qui fait l'homme, oui. J'aurais mis l'art, la création de l'homme. Les animaux ne créent pas d'art, donc je pense que j'aurais mis l'art avant tout. On aurait mis tout ce qui concerne l'homme avec un grand H depuis le début de l'homme, depuis l'existence de la vie, depuis tout ça, avec l'évolution qu'il y a eu depuis toujours. L'origine de l'homme, et voilà. L'origine de l'homme, c'est pas mal, ou le musée de l'humanité? Moi j'aurais peut-être plus mis des ateliers, je sais pas, pourquoi pas des ateliers artisanaux, comment certains peuples lointains font telle ou telle chose, fabriquent telle ou telle chose. Je pense que ça pourrait être intéressant, oui, d'y inclure des ateliers, quoi. Lucie, si on aurait la possibilité de gagner Lucie pour cette musée. Certainement pas un cœur. Ouais. Je mettrais un cerveau. Et avant tout un cerveau. Les droits de l'homme. L'homme. Vivant.
Ah bah quand même pas, non. Alors comment on fait pour... Comme un zoo, c'est ça, les hommes comme un zoo, on y va et on regarde. La diversité, plutôt mettre en évidence que la richesse de l'homme, c'est d'être différent, justement. C'est facile à mettre dans un musée, ça? Non, c'est leur boulot, c'est pas le mien. Merci. Bon, il y a tout un tas de propositions, Ah alors, oui, Axel. il y a du travail. On entend beaucoup Lucie, toujours Lucie. Est-ce que vous avez ne serait-ce que pensé amener le squelette de Lucie jusqu'ici pour l'inauguration? On a mis Lucie, enfin un moulage. Et pour la première fois, elle est présentée debout. Alors le cerveau, l'art, l'homme avec un grand H, finalement, c'est tout ce qu'on trouve ici au musée, Alain Froment. Moi, je suis ébahi par les réactions des gens. C'est vraiment très intelligent. Mais on peut dire que oui, on a répondu à toutes les questions, je pense. C'est ça. Le cerveau est aussi revenu 2 fois. Ça a été un thème central, le cerveau. Alors le cerveau, on a mis un cerveau d'homme et autour du cerveau, on a rappelé aussi que l'homme était un animal. On met d'autres cerveaux, d'autres espèces pour rappeler ça. Et en regard du cerveau, on met ce que le cerveau permet de produire, notamment du fait de la conscience du temps, tous les rituels autour de la mort et d'un autre côté, toutes les perceptions de la nature et la catégorisation de la nature qui sont des choses qui émanent directement de notre cerveau. Agnès Parent, ce qui est assez fascinant, c'est que le public, avant même d'entrer, sait déjà ce qu'il va trouver au fond au musée. En tout cas, on ressent... Quelque part, oui, dans ces réponses, on voit bien, même reviennent un peu la diversité qu'on va présenter, la diversité de l'humanité. Et avant d'élaborer ce projet, on a fait une étude auprès des publics potentiels pour justement définir les grandes questions que pouvaient se poser nos potentiels visiteurs. Et voilà, on retrouve dans ce petit co-reportage les questions. Alors Sophie, il y a ce qu'on va pouvoir voir à partir de demain et ce qui va rester en réserve. Et vous y avez eu accès? Oui, ce qu'on ne verra pas ou alors à la faveur d'expositions temporaires. Ce sont notamment les collections anthropologiques dont ne manquera pas de nous parler Alain Froment. 30 000 pièces, des squelettes, des crânes, des restes humains en général, c'est comme ça qu'on appelle ça, rassemblés au fil des décennies par les explorateurs, les scientifiques. Ils sont donc en sous-sol dans ce musée, numérotés, évidemment, classés, protégés. Philippe Ménessier a longtemps été le conservateur de cette collection. Ici, vous êtes juste là sur la collection des crânes, il y a à peu près 28 000 crânes. Cette collection, elle est valable non pas par le nombre de pièces, mais par le fait qu'elle représente vraiment tous les pays du monde. Ça, c'est une collection de référence unique. À l'origine, c'est la démarche de l'anthropologie. C'était la science du 19e siècle qui classait les objets de la nature. Voilà, comme on classait les plantes ou d'autres objets. Désormais, donc, tout ça est numérisé pour que cette collection soit accessible aux chercheurs du monde entier. Elle est toujours assez régulièrement consultée. Mais franchement, est-ce que cela a un intérêt de garder dans des armoires autant d'ossements? Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre aux descendants ou réenterrer tous ces gens? C'est une question qu'on pose souvent à Michel Guiraud, l'actuel responsable des réserves. Le 19e siècle, voilà, on a mesuré, pesé dans tous les sens les crânes. Et en 1950, on pouvait dire, à côté ces crânes-là, vous avez tout fait, vous avez tout mesuré. Vous n'avez plus besoin, donc on pouvait de nouveau les réenterrer. Et puis l'ADN est arrivé, et puis les isotopes sont arrivés. Et grâce à ces nouvelles techniques, on a pu réinterroger ces collections-là pour étudier l'histoire du peuplement humain, pour étudier les paléopathologies, l'alimentation. Donc aujourd'hui, on peut nous dire, mais écoutez, ça y est, vous avez fait l'ADN, vous avez tout fait dessus, donc c'est fini, vous n'avez plus besoin. Qui nous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, il va pas y avoir une nouvelle technologie qui va nous permettre de réinterroger ces collections-là. Ce sont aussi les collections des chercheurs de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement les conserver. C'est la même chose pour les momies que possède le musée de l'Homme, venu d'Égypte, du Pérou, des Canaries. D'autant qu'aujourd'hui, il est assez difficile d'enrichir ces collections, sauf par des moulages, car maintenant tout reste, ça a été dit, dans les pays ou les régions où cela est trouvé. Et puis même si vous, Mathieu, décidez de donner votre corps à la science, figurez-vous qu'on ne le retrouvera pas au musée de l'Homme. Bon, voilà. Dommage. Alors, je ne vous parle pas des collections d'ethnologie, dont l'essentiel est parti au Quai Branly, mais qui sont en cours de reconstitution avec des très belles choses que l'on peut voir ici à l'étage. Voilà. Comment est-ce qu'on saura s'il faut continuer d'archiver, de conserver? Uniquement parce que, comme le disait Michel Guiraud, la science nous permet de réinterroger des années plus tard ces objets et d'en savoir toujours un peu plus. Ouais. Agnès Parent, comment on travaille justement avec les réserves? C'est une question que je peux vous poser à tous les trois. D'abord, elles sont vraiment ici dans les sous-sols du musée ou elles sont dispatchées un petit peu partout? Alors, elles sont maintenant, la préhistoire et l'anthropologie est revenue ici au musée de l'Homme, mais pour l'élaboration du projet, tout était au Jardin des Plantes et on a fait un gros travail de repérage dans les collections avec les chercheurs des objets qui allaient être exposés. Et donc, comment on choisit de sortir des objets des réserves pour les présenter un jour au public? Comment se fait ce choix-là? Alors, ce choix se fait
en rapport avec les contenus, qu'est-ce qu'on souhaite présenter, qu'est-ce qu'on souhaite dire. Et tout le travail que nous avons mené avec l'équipe, c'est vraiment de trouver à chaque fois, de valoriser les collections qu'on souhaitait valoriser, mais également qu'elles soient porteuses d'un discours. Donc ça a été vraiment la démarche du Musée de l'Homme, qui est vraiment à la fois un musée d'objets et d'idées. Ouais. Et tout ce repérage, évidemment, s'est fait avec les scientifiques, et il y a eu un gros travail de documentation sur l'ensemble des collections. Evelyne Heyer, est-ce que certaines pièces ne sortiront jamais des réserves pour des conditions particulières qui leur sont propres ou pas ? Non, je ne vois pas de raison pour qu'on ne montre pas au public des pièces qui sont dans les réserves dès le moment où c'est intéressant. C'est-à-dire que le discours qu'on peut faire dessus est intéressant. Et je voulais compléter sur ce que disait Agnès. En plus, là, ce qu'on expose dans le parcours permanent, c'est aussi des collections de recherche, qui sont des collections qui ne sont pas au sens strict patrimonial, qui sont le fruit de travail des ethnobiologistes qui ont travaillé depuis un grand nombre d'années à collecter beaucoup de pièces, donc qui enrichissent le parcours. Combien il y a de pièces à peu près dans les réserves donc, actuellement ? Ça dépend comment on les compte, mais c'est plusieurs centaines de milliers. Oui, Alain Froment. Alors ces réserves, évidemment, on ne peut pas toutes les exposer, mais elles sont exposées à tous les chercheurs qui viennent du monde entier, du moment qu'ils ont un projet convenable pour les étudier. Donc on a joué aussi la carte de la transparence, et on n'a pas mis beaucoup finalement de restes humains dans le parcours permanent. Oui. Vous verrez 2 squelettes et quelques crânes, notamment les grands originaux, ceux qu'on vient voir parce que ce sont nos ancêtres, les hommes fossiles, mais il y a très peu de restes humains dans le parcours. Allez, vous restez bien sûr avec nous, on va découvrir ce musée de l'homme ensemble pour également raconter comment on imagine scientifiquement un tel lieu, qu'est-ce qui caractérise aussi un musée comme celui-ci au XXIe siècle. Sophie, vous restez avec nous pendant toute cette tête au carré. Axel également. Et c'est parti. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur France Inter. La tête. Tout ce qui nous pousse à croire que ces gens étaient simples d'esprit relève de la légende. Au carré. Ces gens survivaient grâce à leur intelligence. Ils réfléchissaient, faisaient des projets. Ça leur a réussi puisqu'ils ont toujours une descendance. Nous. Sur France Inter. Et après la matinale, la marche de l'histoire, la tête au carré, donc en direct du Musée de l'Homme avant sa réouverture demain au public. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces 3 phrases vous accueillent à l'entrée. 3 questions centrales de l'histoire humaine qui sont le fil rouge du musée et que nous allons dérouler donc avec Evelyne Heyer, biologiste, professeure en anthropologie et génétique, commissaire scientifique général de l'exposition permanente du Musée de l'Homme. Agnès Parent, vous êtes responsable du projet exposition donc du musée. Alain Froment, médecin, anthropologue, responsable des collections d'anthropologie biologique, avec les questions des auditeurs. Et vous qui êtes ici dans le public, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions à nos invités, un micro est à votre disposition. 6 ans de travaux, c'est donc un nouveau musée de l'homme qui ouvre ses portes. Evelyne Heyer, ce sont 6 années de réflexion, d'échanges, toutes disciplines confondues. Vous avez vraiment c'est plus de 6 années, parce qu'en fait, on a commencé à réfléchir en 2001-2002. Ouais. Mais effectivement, il y a énormément de scientifiques qui sont impliqués. Il y en a au moins une 50aine, dont une 20aine de manière plus proche. Et à partir de là, on a fait un peu une synthèse de ce qu'on voulait raconter. Et c'est le talent de l'équipe muséo, notamment d'Agnès, d'arriver à transformer un peu ce discours scientifique en une exposition, en un endroit ludique et agréable pour le visiteur. Ouais, et ces discussions, justement, Agnès Parent, elles ont été difficiles à mener ou pas ? Ou est-ce que finalement il y a eu un relatif consensus assez vite ? Non, je pense qu'on a rapidement mis en place un commissariat scientifique il y a 3 ans et demi et un comité d'orientation du Musée de l'Homme. C'est vraiment des instances décisionnelles, et même si on a travaillé avec d'autres conseillers scientifiques, et je crois que ça nous a beaucoup aidés. Puis Evelyne Heyer aussi a pris la direction de ce commissariat. Donc dans cette structuration, ça a été beaucoup plus simple, même si on est dans un parcours interdisciplinaire. C'était très intéressant et très enrichissant de voir autour de la table des scientifiques de disciplines variées, discuter entre eux, et il a fallu retirer de tous ces échanges, je dirais, vraiment les messages principaux, et de hiérarchiser pour un public d'amateurs avertis des messages, disons, plus secondaires. Quelle discipline on peut trouver justement, Alain Froment ? Alors, le choix remarquable, c'est d'avoir adopté une démarche intégrative où la préhistoire, tout ce qui est ancien, tout ce qui est anthropologie du vivant actuel et tout ce qui est culture du monde sont intégrés. Dans la plupart des musées d'anthropologie, et même dans l'ancien musée de l'Homme, c'était plutôt 3 parcours différents. Et ici, on a une démarche complètement intégrée où, effectivement, des scientifiques comme moi, puisque je fais partie du panel, ont été écoutés. Mais alors justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, Alain Froment, mais en 2009, au moment de la fermeture
peinture justement du musée. Daniel Fievé, pour la tête au carré, était venu vous rencontrer. Vous étiez vraiment dans les cartons, là, pour le coup, pour emballer tous les objets qui sont ici. Et puis, on commençait déjà à discuter âprement de ce qu'allait devenir le musée, comme on va l'entendre dans ce document. Comment on passe d'une sphère énorme que tu vois qu'on a à l'échelle du temps, on a été jusqu'à moins 65 millions d'années, à l'échelle du corps, tu vois? Il faut parler de la sexualité interparesse et de la sexualité avec des adultes pour montrer les variantes. On peut parler français s'il vous plaît parce que la tu sexualité interparesse. Tu fais l'amour avec quelqu'un qui a le même âge que toi ou tu fais l'amour avec un aidé. Ce qui nous permet en même temps d'introduire l'homosexualité qui doit être une composante. Par exemple, système japonais classique où les grands guerriers avaient des jeunes amants adolescents ou au contraire la très jeune fille mariée à un homme âgé ou au contraire l'importance d'être du même âge. Et là on a quand même plein de sociétés qui se déterminent différemment. Je suis pas très chaud pour mettre beaucoup d'ossements humains quand même. Mais moi, je te soutiens là-dessus. Pourquoi Pour des raisons éthiques, simplement. Parce que c'est des gens qui n'ont pas voulu être exposés. Non, mais moi c'est le cerveau qui m'emmerde de mon point de vue. En fait. Ah. Le cerveau plat, il me... Bon, comment c'est cerveau plat? Bah, j'ai la même chose chez mon boucher et puis c'est bon, hein. Il faut être subtil pour vraiment que ça soit intéressant, que ce soit pas de la... Et là, il fait à peu près 7 même, mètres de long. Ah, mais c'est drôle, vous aviez envisagé, j'ai bien compris, un cerveau avec une peinture représentant la couleur. Non. Ou bien, est-ce qu'il y a un jeu interactif ou est-ce qu'il y a un jeu interactif pour utiliser toutes les connaissances actuelles de la neurobiologie et allumer les zones de sensibilité, les zones de ceci, les zones de cela. Mais ça, entre Et voilà, c'est amusant de ressortir ce document 6 ans plus tard, Alain Froment. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup débattu et on devait casser aussi cette image de musée colonial qui a parfois circulé. Les collections d'anthropologie ne sont pas coloniales. La moitié déjà vient d'Europe et surtout de France. Ensuite, les principaux pays représentés, c'est d'abord les pays d'Amérique, parce que nos fondateurs, que ce soit à l'époque du musée d'ethnographie avec Ami ou du musée de l'Homme, Rivet, étaient des américanistes. Et après, bon, l'Afrique, l'Asie, le Pacifique sont représentés, mais là encore, le découpage n'est pas colonial, il est lié aux grandes expéditions du muséum. Cela dit, c'est vrai que les restes humains collectés, la plupart dans des fouilles archéologiques, ne proviennent pas de personnes qui avaient donné leur accord pour être dans un musée. Sophie Becherel. Ce qu'on n'entend pas dans ce reportage, mais qui montre quand même les débats et le côté très animé, c'est quand même tout ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est-à-dire que les collections d'ethnologie étant parties, il y a eu un vrai traumatisme. Et j'ai l'impression que ça se ressent très fort aujourd'hui dans la mesure où ça a été un électrochoc pour la communauté scientifique de ce musée, que les gens visiblement se sont triturés la cervelle et se sont réunis pour donner ce très beau projet. Et on voit là, sous nos yeux, un musée absolument unique. Il n'en existe pas d'autres comme ça dans le monde et qui est très complémentaire du musée du Quai Branly et très différent. Et je trouve que l'électrochoc voilà, le traumatisme vécu par une partie des collections parties a été un vrai bénéfice finalement pour nous aujourd'hui. C'est ce que dit Philippe Descola d'ailleurs aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les collections d'ethnographie étant parties, on a eu un doute sur le fait que le musée de l'Homme pourrait continuer à exister. Donc en fait, très vite, un certain nombre de scientifiques, on s'est dit, si on veut démontrer que le musée de l'Homme a besoin d'exister encore, il faut commencer à réfléchir à un projet qui justement sorte des divisions qui existaient précédemment et que ça soit un projet intégrateur. Agnès Parent, ça a été difficile justement d'être capable d'arriver en tout cas à cette idée? Quelque part, je crois qu'il fallait vraiment se différencier évidemment du Quai Branly. C'était important d'offrir aux visiteurs une autre approche. Et je pense que l'arrivée aussi de l'intégration, on verra dans les vitrines, d'ensemble de collections très variées, je pense va être très très surprenante. Oui. Alors, le musée de l'Homme, c'est vrai, était un petit peu tombé dans l'oubli quand même au moment de sa fermeture. En tout cas, il y avait une certaine désuétude. C'était tout le projet scientifique donc, qui a été à réinventer. Et donc, effectivement, issu aussi de ces contraintes, vous avez eu ce nouveau projet à proposer. Ah oui, alors on a fait un gros travail avec les scientifiques évidemment pour commencer à élaborer déjà un synopsis un peu précis, un découpage, de mettre les collections en face, d'imaginer un certain nombre de supports muséographiques. On a utilisé un peu tout le panel, vous le verrez, il y a beaucoup de multimédia, il y a du éducatif, il y a des manipulations, etc. À la fois pour répondre justement à ce projet très interdisciplinaire et aussi pour pouvoir s'adresser à tous. Et c'est une histoire avant tout qu'on doit raconter au public, Alain Froment, un musée qui renaît comme celui-ci? Mais déjà, raconter la genèse du musée, c'est raconter un projet politique,
un projet sociétal, un projet idéologique. La vocation du musée, c'est de déconstruire un certain nombre de concepts comme celui de race qui encombrent encore les mentalités. Oui. Et montrer que le fil qui nous réunit tous, c'est justement l'ADN, qu'on est proche et qu'en même temps expliquer les différences et expliquer l'histoire des populations humaines, leur adaptation à des environnements variés. Et donc on peut comme ça dédramatiser ne serait-ce que l'affaire de la couleur de la peau, oui, en expliquant pourquoi on s'adapte à des climats différents. Oui, vous aviez anticipé les choses en imaginant l'exposition de 2016, Evelyne Heyer, sur justement préjugés face au racisme, qu'on pourra avoir donc l'année prochaine. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question du racisme, on ne la traite pas dans l'exposition permanente parce que c'était difficile. C'est une question qui mérite vraiment une grande place. On l'évoque de manière limitée, mais on a préféré en faire une exposition donc 2016-2017 dédiée uniquement à cette question-là. C'est ça, oui. Sophie. Vous êtes généticienne, comment on montre au public l'influence de nos gènes et surtout l'importance de cette discipline? Ça, vous avez bien drôle. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas tant de génétique que ça, parce que la génétique, en termes muséographiques, c'est pas top, quoi. Ah oui, on imagine que c'est pas facile. Une molécule d'ADN, ça a très sexy. Peu d'intérêt. Donc en fait, ce qu'on a plutôt fait, c'est qu'on a montré les résultats de la génétique à chaque fois que c'était pertinent. Donc on en parle au moment où on explique l'unité de l'espèce, on en parle au moment où on parle du mélange entre l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal. On en parle au moment où on montre que la transition néolithique, le début de l'agriculture, a un impact fort sur la biologie humaine. Et on en parle à la fin où on s'interroge sur le fait est-ce que l'homme va pouvoir s'adapter à lui-même, et on s'en sert pour montrer que l'homme évolue toujours, même si on ne sait pas dans quelle direction il va aller. C'est ça. Mais sur la question des races, là, la génétique a vraiment des choses intéressantes à nous dire, Evelyne Heyer. Tout à fait. Donc ça, par contre, on va le mettre dans l'exposition temporaire. On va creuser, il va y avoir une partie plus histoire des sciences et une partie plus sciences actuelles autour de ces questions-là. Ouais. Comment on imagine justement l'évolution future? Parce que c'est aussi une part importante du musée. Il ne faut pas penser qu'on est uniquement dans les origines et dans le passé, mais c'est cette projection aussi, la place de l'homme dans la nature et l'évolution humaine. Alors comment on imagine ça, Agnès Parent? Alors, on imagine ça, c'est pas simple, parce qu'un musée, normalement, les visiteurs peuvent s'attendre à avoir des réponses à des questions. Oui. Donc, il y a certains éléments, évidemment, qu'on a pu aborder. On a, par exemple, dans cette partie qui parle où allons-nous, on a, par exemple, présenté les différentes sociétés qui sont toutes touchées par la globalisation, mais qui se réinventent, qui s'adaptent dans cette globalisation. Donc ça, c'est un message fort. On importe sur ce point-là différents éléments de réponse, oui, par des objets, par des dispositifs. Après, sur comment cette diversité de sociétés va-t-elle faire face aux problématiques environnementales, ou comment nous, en tant qu'espèce, on va évoluer dans cet environnement qu'on a modifié, effectivement, on va plus poser des questions qu'autre chose. C'est ça. Alors sur l'anatomie, qui est votre sujet de prédilection Alain Froment, vous aviez sorti un ouvrage d'ailleurs sur la question, comment on peut imaginer l'homme du futur? Alors, il y a beaucoup de spéculations. Ben oui. Et puis tout dépend si c'est dans 100 ans ou dans 100 000 ans. Alors, sachant qu'on a à peu près la même tête depuis 100 000 ans, je ne m'aventure pas beaucoup à dire que dans 100 000 ans, si tout va bien, on aura toujours à peu près la même tête. C'est vrai? Oui, je pense. Maintenant, il y a tous les additifs technologiques qui sont inimaginables. C'est ça. Donc, à partir du moment où on intervient sur le génome et tout ça, c'est le début. Mais alors, évidemment, même dans 50 ans, on est incapable de prédire ce qu'on va faire. Ouais. Donc, l'anatomie n'est pas tout. Il y a une place au musée pour l'homme augmenté, justement. Oui, il y a une petite place là-dessus. Je voulais dire, par exemple, ça, c'est le genre de question qui n'était pas évidente à muséographier. C'est pour ça qu'en complément de la visite, on a fait un livre qui s'appelle Une belle histoire de l'homme, et dans lequel on traite aussi de cette question-là. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a des questions dans le public pour vous. Ce sera dans quelques secondes, toujours en direct du Musée de l'Homme, pour cette journée spéciale sur France Inter. Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'ai. Dans cette matinée, les arbres sont tordus et leur feuillage est rouge, parle en fou. Bientôt le soir viendra, le jardin sera là. Sans personne dedans, moi je serai couché. Le jardin sera là, moi je serai couché. Et je dormirai sous, je parle en fou. Les années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre.
Je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire. Les années ont passé, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai aimé une femme qui passait par ici, qui portait une robe et qui portait un sac, qui passait par ici et qui portait ce sac. J'ai embrassé sa joue, je parle en fou. Je n'ai eu qu'un pays et j'ai eu 4 frères. Ils sont là quelque part, chacun est dans sa ville. Je n'ai eu qu'un pays, chacun est dans sa ville. Chacun est dans son trou, je parle en fou. Une odeur vient à moi et je peux en pleurer. Le gasoil dans la pluie qui baise la lumière. Une odeur vient à moi qui baise la lumière. Ouvre à celui qui bouge, parle en fou. Ça hurle dans la cour, on joue à une guerre. Le vent pique mon cou, je parle en fou. Ça hurle dans la cour, le vent pique mon cou. Les enfants ont leur pouls, je parle en fou. Et c'est Bertrand Belin sur France Inter, je parle en fou. L'apparition du chromosome A00 remonte cependant à encore plus loin, puisque l'ADN qu'il contient est vieux de 338 000 ans. De quoi remettre en cause la date de naissance de notre espèce, Homo sapiens. Sur France Inter. En direct du Musée de l'Homme pour sa réouverture, donc demain avec Evelyne Ayer, Agnès Parent, Alain Froment et Sophie Becherel et Axel Villard avec vos questions. D'ailleurs, dans le public qui nous a rejoint, il y a une demoiselle, une dame, pardon, bonjour. Vous avez une question, bienvenue. Oui, merci. Lara, j'avais une question au sujet plus de la forme, on va dire. Donc les sujets de fond sont vraiment passionnants. Mais en termes de forme, comment vous avez modernisé un petit peu la présentation de ce qui est exposé au Musée de l'Homme? Oui. Agnès Parent. Alors tout le travail a été mené avec l'agence Zedenco, qui sont l'agence de scénographie qui nous a accompagnés pour passer d'un ce qu'on appelle un parcours conceptuel, c'est-à-dire d'idées de collection, d'idées de support, à cette forme qui, à la fois, c'est vrai, donne une autre image au Musée de l'Homme, mais qui aussi est un bel écrin pour les collections et pour l'ensemble des supports. C'est quoi un musée du XXIe siècle? Alors, qu'est-ce qu'il caractérise aujourd'hui et qui pourra nous indiquer dans 50 ans qu'on était bien en 2015? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que, et c'est le cas du Musée de l'Homme, c'est un musée qui peut s'adresser à tous. Donc, on va mettre en place un certain nombre de supports, d'éléments, une certaine façon de présenter les objets pour s'adresser vraiment au plus grand nombre. Par exemple, dans le parcours, on a tout un dispositif pour un parcours sensoriel qui va s'adresser, par exemple, à tout le monde, aux familles, etc. Mais on peut toucher du silex, par exemple, c'est ça? On peut toucher du silex, on peut toucher des moulages de crâne. Et le parcours est également adapté aux malvoyants et aux aveugles, par exemple. On aura aussi des vidéos en langue des signes française. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de penser à l'ensemble des publics et pas uniquement gérer un public d'amateurs avertis. Peut-être la deuxième chose aussi qui est importante, c'est d'utiliser une panoplie de supports muséographiques qui viennent accompagner les collections, qui parfois les aident à porter le discours que nos petits objets dans leur vitrine ne sont pas toujours à même de porter. Sophie? Oui, cette muséographie, elle doit beaucoup à Z Casalas. Et il y a un mélange d'esthétisme. Il y a des magnifiques, très grandes vitrines, des alcôves pour protéger les objets, parce que les conservateurs, ils veulent jamais de lumière sur leurs objets. Et puis, il y a beaucoup d'humour. Donc, moi, je l'ai visité plusieurs fois déjà, le musée. Mais avec Z Casalas, elle vous dit, par exemple, qu'elle a mis une énorme langue, une structure en résine, je ne sais pas quoi. D'un côté, on pense que c'est un cœur, de l'autre, c'est une langue. Et on lui dit, pourquoi vous avez mis ça? Ah, mais ça, c'est pour les ados, pour qu'ils se roulent des pelles. Vous voyez, donc on peut tirer sur des langues pour les entendre. Elle s'est amusée. Il y a des
des hommes et des femmes nus dans ce musée, de la hauteur des enfants. C'est pour que les enfants les voient, par exemple. On voit les objets qui vous ont particulièrement intéressé tout de suite, Sophie. C'est marrant, mais c'est très significatif. Non, mais il y a de l'humour et il y a pour tous les niveaux de lecture, les enfants qui ne savent pas lire comme les chercheurs. Evelyne Heyer. Je suis tout à fait d'accord. C'est un musée qui se veut être humoristique. C'est aussi pour ça qu'à la fin, là, une question très sérieuse du transhumanisme, on la traite avec des super-héros parce qu'on voulait aussi avoir des touches d'humour sur des fois des questions un peu importantes. Et puis c'est un musée qui va se renouveler perpétuellement, qui lui aussi sera en évolution au fond, Agnès Parent, parce que vous serez très ouvert aussi aux remarques du public et dès demain, vous avez déjà votre liste de remarques pour changer des choses dans les vitrines, aménager les petits manques. Et ça, c'est important pour vous aussi. C'est très très important. J'ai très hâte, et on a commencé à avoir du public dans le parcours évidemment, et la semaine prochaine on va passer beaucoup de temps à observer les visiteurs, leur variété dans leur diversité, comment ils appréhendent cet espace. Et voilà, on sait déjà qu'on a quelques petits éléments à modifier, à améliorer. Voilà, mais c'est vraiment un moment un peu magique de voir le comportement des visiteurs dans ce lieu qu'on a imaginé pour eux. Et ça, c'est une nouvelle place au fond qu'on donne aussi au public dans un musée, Alain Froment, qui est peut-être une des caractéristiques de ce qui se fait aujourd'hui, non ? Oui, et puis l'anthropologie biologique n'avait pas beaucoup de place dans les musées. On comprend l'ethnographie, on peut montrer des costumes, des objets, etc. Mais expliquer vraiment ce qu'est la nature de l'homme, ce qu'est l'homme dans la nature, là, il fallait une place. Et le choix, c'est d'une modernité sidérante, réellement. Alors, les joyaux de la reine, Sophie, s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment des pièces maîtresses, bien sûr, ici. Oui, et il y a notamment 2 pièces qui sont exposées dans les espaces publics, mais il y a quelques jours, ils étaient encore en chambre forte, j'ai envie de dire. C'est Aurélie Faure, la technicienne des collections, qui a enfilé ses gants blancs pour me les présenter. Un vrai code secret. Un vrai code secret, oui. Connu par 4 personnes. Je vais vous sortir l'homme de Cro-Magnon, notre guest star. Donc voilà la boîte avec le crâne de l'homme de Cro-Magnon. C'est un crâne entier. C'est pour ça qu'il est aussi extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que justement, c'est un crâne entier. En 1868, c'était très rare. En général, les hommes fossiles sont découverts par fragments, puisque avec le temps, évidemment, ils étaient beaucoup abîmés. Donc on retrouve beaucoup de petits fragments. Et donc, des crânes entiers, c'est assez rare. Alors là, donc, un autre trésor. Voilà, donc dans cette petite boîte en bois, il y a la Vénus de l'Espugue, qui est une Vénus préhistorique en ivoire, qui date de 22 000 ans environ. C'est une représentation féminine taillée dans de l'ivoire de mammouth. Ça servait vraisemblablement dans une sorte de culte lié à la fertilité, puisque toutes les parties représentatives de la femme sont mises en évidence. La poitrine, le ventre ou les fesses. Sophie ? Voilà, donc ces 2 objets, on peut les voir, ils sont toujours objets de recherche, mais c'est quand même assez exceptionnel, c'est très beau, c'est très émouvant. Et puis la Vénus, on peut tourner autour, même si on ne peut pas la mettre en haut ou en bas, alors qu'elle peut être vue de côté. C'est ça. Et il y a Néandertal aussi, Alain Froment. Oui, alors l'émotion, ça a été un débat parmi les paléanthropologues, c'était de mettre quand même, non pas des crânes en plastique, pour ce qui était de nos grands fossiles, mais de les mettre en vrai et à hauteur du regard. Donc on est face à face, non pas avec Cro-Magnon en chair et en os, mais en os en tout cas. C'est vraiment lui, c'est l'homme de Cro-Magnon, il a vraiment vécu. Et il y a 2 superbes néandertaliens qui font aussi partie des plus beaux crânes d'hommes de Néandertal connus, et un enfant néandertalien aussi, ce qui est exceptionnel. Et là, Agnès Parent, vous nous faites entrer dans un écrin, parce qu'on a ce face-à-face qui est extrêmement troublant, qui procure beaucoup d'émotions, mais dans un cadre particulier dans le musée. Oui, surtout que c'est vrai que dans la première partie du parcours, on a des grandes vitrines avec beaucoup d'objets. Et pour présenter ces quelques objets extraordinaires, on a créé une petite salle qui a été d'ailleurs très bien imaginée par Z Casalas et qui permet justement cette confrontation immédiate avec les objets et qui à la fois rappelle que ce sont des objets issus de sépultures. C'est vrai. Et il y a aussi un crâne orné de coquillages qui est absolument splendide, là aussi dans cette salle de Cro-Magnon. Oui, c'est la dame de Cavillon, ancien homme de Menton. Une réappropriation par les femmes, encore une fois. Non, j'aime beaucoup. Et pour moi, franchement, c'est très émouvant de voir notre cousin très belle. Et de voir à côté notre cousin Néandertal qui a disparu, quoi. Et c'est extrêmement touchant. Mais de se rappeler qu'on a un petit peu d'ADN de Néandertal, finalement, ça atténue la tristesse. Et oui, et alors ça, justement, c'est quand même une des grandes découvertes depuis 6 ans, parce que ça s'est passé en 2010 avec les équipes de Svante Pääbe, qui nous ont appris
appris qu'effectivement, une partie des Européens et des Asiatiques possédaient en eux 1 à 4% de l'ADN de Néandertal. Et ça, c'était pas le cas avant la fermeture du musée. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Et alors, pour traiter ça, en fait, on le traite à un endroit ludique où on peut faire un morphing, on peut se faire transformer en homme de Néandertal, et ce qui permet d'aborder cette question du mélange génétique. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres grandes découvertes là, depuis 6 ans, justement, qui ont totalement changé notre regard, au fond, sur nos origines? Il y a l'ADN ancien de Cima de los Huesos, qui a plus de 300 000 ans, qui est un reste à Atapuerca, au nord de l'Espagne, qui est aussi fondamental, qui laisse entendre qu'il y aurait peut-être eu plus de mélange aussi dans le passé que ce qui était pensé auparavant. Oui. Sophie Becherel. Il y a quelques semaines, Lee Berger, un chercheur américain, a trouvé un nouvel hominidé, un nouvel australopithèque, Naledi. Dans combien de temps il sera au musée, par exemple? Déjà, il faudrait qu'il ait une date. Ah, il n'est pas daté, c'est pas donc pour on le dit rien pas. qu'il a eu beaucoup de mal à le publier. Ouais. Et ça n'est pas un australopithèque, c'est un homo. Oui, c'est un homo, pardon, vous avez raison. Et je suis allé le voir la semaine dernière à Johannesburg. Ouais. Alors, ça, c'est très discuté, parce qu'Yves Coppin, c'est pas d'accord avec ça. Par exemple, lui, il dit que c'est un australopithèque. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans le flou du passage d'une espèce à l'autre. Ouais. Nous, on définit des noms arbitraires dans ce qui est une continuité génétique, donc finalement, peu importe. Il faudrait avoir sa date d'abord, et c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il ne l'ait pas daté. Ouais. Alors hier justement, Axel, on évoquait des dents chinoises qui elles aussi peuvent remettre en cause les origines d'Homo sapiens. Oui, on voit que la géographie... Attendez, laissez-le poser sa question quand même. On voit que la géographie et les mouvements géographiques de l'homme, depuis son berceau, sont discutés. Avec Jean-Jacques Hublin, on en discutait. Est-ce qu'il est allé d'abord en Asie et puis ensuite en Europe, ou est-ce que ça s'est passé dans l'autre sens? Est-ce que ces choses qui changent, on peut le mettre dans un musée comme ça? Ouais. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça ne bouleverse pas ce qu'on connaissait. L'estimation de la date de sortie d'Afrique, les dernières estimations, c'était autour de 100 000 ans. Donc la sortie de Sapiens à environ 100 000 ans, qui se retrouve à 80 000 ans en Chine, ça ne bouleverse pas la science. Par sauf contre, que les Chinois... c'est super intéressant de trouver des restes de 80 000 ans. Non, mais ça c'est sûr, mais sauf que certains Chinois, eux, pensent que le berceau de l'humanité s'est trouvé en Asie plutôt qu'en Afrique. Donc ça bouleverserait les connaissances. Ça fait très longtemps, et ça fait très longtemps que toute la science dit non, et ça fait très longtemps que tous les Chinois disent oui, mais ça fait toujours très longtemps que toute la science dit non. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un bouleversement à venir. En tous les cas, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un. La tête. On l'a nommé Ötzi. Il est mort il y a plus de 5000 ans. Au carré. Il gisait, conservé dans la glace. Il est armé d'un arc, de flèches, d'une hachette et d'un poignard en silex. Sur France Inter. Avec en direct du Musée de l'Homme, Evelyne Heyer, Agnès Parent, Alain Froment, Sophie Becherel et Axel Villard. Et vos questions dans le public. Monsieur, bonjour. Bonjour Philippe, je suis parisien. Le Musée de l'Homme est un de mes musées de chevet. La première fois que j'y suis venu, ça doit faire plus de 50 ans. J'y suis retourné tous les 4 ou 5 ans depuis très très longtemps. J'ai des souvenirs de Polémique Victor, de la ville du Sotentot, qui est revenue chez elle. J'ai des souvenirs d'un musée passionnant où il y avait des tas de choses à faire, mais très noir. Et j'ai l'impression, en venant ici, d'un musée lumineux dans tous les sens du terme, clair, lumineux pour la lumière, lumineux pour le parcours. On a l'impression de comprendre, on a l'impression que c'est un musée qui nous rend intelligents parce qu'on comprend tout. Vous avez été payé par le Musée de l'Homme pour cette intervention ou pas? Non, je suis rentré gratuitement ce matin, c'est tout. C'est déjà ça. Pas mal. Agnès Parent a le visage qui s'illumine justement. C'est formidable. Si on arrive comme ça à embarquer l'ensemble de la diversité des visiteurs, j'en serais la plus ravie, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que cette impression de lumière, elle est réelle, en tout cas. Oui, ça a été le combat des architectes de donner à voir ce panorama, lui aussi unique, sur Paris, tout en préservant quand même les objets fragiles de la lumière. Donc il y a un système de rideaux, mais qui nous laisse parfois quelques petites fenêtres sur cette très belle vue. Est-ce que d'ailleurs vous faites exprès d'occulter le paysage? Parce que c'est vrai qu'on est happé par la Tour Eiffel et par cette vue qui surplombe le Trocadéro et qui pourrait presque nous empêcher de regarder les vitrines attentivement. Non, là vraiment c'est des histoires de conservation, des objets qu'on a fermés à pas mal les rideaux. Certains objets, on doit avoir 50 lux, c'est vraiment pas beaucoup de lumière. Voilà. Mais on a essayé partout où on pouvait d'ouvrir. Axel. Oui, moi je pensais à tous ceux qui ne pourront pas venir tout de suite ou peut-être jamais, géographiquement, à l'heure des visites virtuelles. Est-ce que le nouveau Musée de l'Homme a prévu de s'adresser à ceux qui ne viendront pas
via le web ou d'autres supports? Tout à fait. On fait un développement web en parallèle, et en parallèle à la galerie permanente, on a aussi un centre de ressources Germaine Tillion, dans lequel on va mettre aussi beaucoup d'informations qui devraient être amenées à être accessibles. Pas pour tout de suite. Pas tout de suite, on n'est pas arrivé à tout finir pour l'ouverture. Il faut être patient. Puis il y a aussi l'édition, hein. Il y a certains ouvrages qui ont été publiés à l'occasion de la réouverture, et puis tout un travail de mes collègues en médiation pour faire venir un public qui ne viendrait pas naturellement au musée. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui est en cours et voilà, qui, j'espère, portera ses fruits. Qu'est-ce qui caractérise un homme, Alain Froment? C'est ma petite question là pour terminer l'émission. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Non, un seul mot, l'intelligence. Donc c'est encore une histoire de cerveau? Bien sûr. Et donc c'est le pied. André Le Rogoin, un des grands anthropologues du Musée de l'Homme, disait que l'humanité avait commencé par les pieds. Oui, c'est une belle image. Tout en découle, la station debout, le redressement, le déblocage de la boîte crânienne, tout ça. C'est le langage aussi, bien sûr. Le propre de l'homme. Vous y consacrez une partie aussi dans ce musée? Voilà, c'est la seule espèce qui échange vraiment et qui capitalise son savoir. Sophie? On n'a pas parlé du tout du balcon des sciences, qui est cet espace sous la verrière, où il y aura à 2 côtés les dernières découvertes scientifiques présentées au public par les chercheurs. Donc vous deux qui êtes là, vous viendrez nous parler de vos futures découvertes. Et puis aussi comment ça se passe, la recherche, de la collecte à la collection, voilà, avec beaucoup de visuels. Parce que c'est un lieu de recherche. C'est vrai qu'on pense musée, donc on est vraiment axé sur les vitrines, mais c'est un lieu qui vit aussi avec des chercheurs et des scientifiques qui sont là, vraiment. Physiquement. On est un musée-laboratoire, donc on a renoué avec sa tradition. Il a été créé dans les années 30 en tant que musée-laboratoire. Au XXIe siècle, il est à nouveau un musée-laboratoire. Il y a environ 150 scientifiques dans la maison, il y a des collections, il y a des plateaux techniques. Donc oui, on est un lieu où on produit aussi de la science. Mais on le fait en interaction avec le muséum. On est une des parties du muséum. Donc les gens ici font partie du Muséum national d'histoire naturelle. Et cette connaissance, ce savoir, il est présenté aussi au public. C'est le but de ce lieu. Hein. C'est le but du balcon des sciences, c'est de présenter la science un peu au fur et à mesure. Agnès Parent. Et ça, c'est absolument extraordinaire de concevoir un parcours avec des chercheurs sur place, même si évidemment on a pu faire appel à d'autres chercheurs en dehors du muséum, il faut s'ouvrir. Évidemment, et que le balcon des sciences puisse porter les nouvelles découvertes, présenter les terrains de recherche, les retours de mission, c'est vraiment une très bonne idée. On espère faire rêver le public pour former des nouvelles vocations. Oui, il faut recruter de nouveaux scientifiques, évidemment. Alors, il faut dire que c'est gratuit pendant les 3 premiers jours. Hein. Voilà. Donc, l'entrée est libre pour le public, qui est donc le bienvenu à partir de demain. Evelyne Heyer, le premier groupe depuis lequel nous descendons, il était composé de combien d'individus? Est-ce que ça, on est capable de le savoir, si on remonte vraiment au tout début? Les estimations faites avec les données génétiques des premiers groupes de sapiens, mais on ne sait pas si c'est un groupe ou plusieurs groupes, ce serait de l'ordre de 10 000 individus à peu près. 10 000 seulement? Seulement, oui. C'est très très peu. Oui, c'est très très peu, mais qui a bien réussi d'un point de vue évolutif. Hein. Oui, ils sont bien reproduits. Oui, c'est ça. C'était des bons reproducteurs, justement. Ils ont bien bossé. Est-ce que la paléontologie et la génétique aujourd'hui sont parvenus à un consensus, ou est-ce que finalement vous apportez des choses très différentes dans vos disciplines respectives? On est en train d'approcher d'un consensus, mais en général, on approche des choses assez complémentaires. Et ce qui est d'intéressant dans cette maison, c'est qu'on peut discuter avec des gens qui, eux, font plutôt de la paléoanthropologie et nous, avec le versant plutôt génétique. Ouais, on a toujours besoin des fossiles, comme on aura toujours besoin de la génétique dorénavant. Oui, de plus en plus d'ailleurs, vu que là, on monte un laboratoire d'ADN ancien qui va permettre aussi de faire parler tous les restes osseux dans nos collections. Alain Froment, est-ce que c'est facile justement de montrer le buissonnement humain? Parce qu'il est quand même assez complexe et très varié. Il est varié et le choix qui a été fait, c'est de ne pas relier les fossiles les uns avec les autres, c'est-à-dire de ne pas privilégier une hypothèse qui pourrait être réduite en cendres dans quelques années. Donc on a préféré montrer effectivement cette diversité à toutes les époques qui se réduit progressivement à une seule espèce. Ouais. Agnès Parent, là aussi, il y a une difficulté muséographique ou pas? Une difficulté muséographique parce qu'on va lutter contre des représentations très fortes chez les visiteurs d'une lignée humaine voilà, qui est un continuum, alors que justement, il faut parler de buissonnement. Et c'est vrai que on a élaboré des grands plateaux que le visiteur pourra découvrir, sur lesquels on a
pour chaque période, disposer les différents préhumains ou humains qui vivaient à ce moment-là. Et je pense que c'est une bonne façon d'aller contre une représentation d'une évolution linéaire. Ouais. Alors, il y a des choses qui surprennent aussi quand on visite le musée. Sur la frise du temps, par exemple, qu'on a toujours l'habitude de voir depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, de la gauche par la droite. Et alors, vous nous proposez le contraire, de la droite à la gauche. Et c'est vrai que c'est assez perturbant dans la représentation qu'on a du temps, tout simplement, de l'échelle du temps. Alors, tout à fait. Il y a eu des grands débats en interne sur le sens de ces chronologies. Bon, déjà, c'est vrai qu'on remonte de moins 7 millions d'années à peu près jusqu'à aujourd'hui. Après, sur chacun des plateaux, l'idée, c'est le sens de lecture, on sait bien que c'est de gauche à droite. Mais c'était plus simple aussi que ce soit de droite à gauche parce que c'est le sens de visite du... Voilà. On va voir comment le visiteur réagit justement pour changer éventuellement si le pari qu'on a fait ne marche pas. Bon, Evelyne Heyer, ça fait partie des discussions, donc tous ensemble. Écoutez, ça a été passionnant. On a eu plein de discussions, les plus passionnantes les unes que les autres, dont celle-là, justement. Et ça me fait rire parce qu'on en a vraiment beaucoup débattu. Ben c'est vrai, parce qu'en visitant, enfin, je ne sais pas, Sophie, ce que vous avez ressenti, mais ça nous perturbe un petit peu quand même dans nos habitudes. Non, ça ne m'a pas perturbé. Non, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on mette parfois un tout petit bout d'os, une demi-mâchoire, pour vous donner l'image d'une espèce. Et Evelyne Heyer m'a expliqué que le choix avait été fait de ne pas présenter des reconstitutions, vous voyez, qu'on trouve aujourd'hui dans certains endroits très belles, mais voilà, de dire ce que la science, ou bien à partir de quel petit morceau d'objet la science parvient à nous dire des choses. Ça, c'est assez extraordinaire. Vous dites qu'il a fallu bosser pour en arriver là. C'est le cas de Denisova, par exemple, dont on dispose d'un tout petit fragment, en fait. Nous, on a présenté là-dedans, il y a eu 2 études de Denisova, et le Max Planck nous a donné une copie d'un moulage de l'Adam de Denisova. Voilà. Et là, on voit à partir de quoi la science peut parler d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire vraiment d'une chose quasiment microscopique, quoi. Tout à fait. Et bientôt, on saura ce que mangeait Denisova. Oui, c'est vrai, j'espère. Axel. On parlait des discussions. Moi, j'aurais aimé, par curiosité, savoir quel avait été le point le plus débattu, celui qui a été le plus long à trancher. Alors, il y en a un qui a été très longuement débattu, c'est l'exposition ou non des fossiles originaux. Parce que finalement, la réponse a été oui, comme vous les verrez, mais avec des conditions vraiment très particulières. C'est la technique qui posait problème techniquement, comment emballer le il y avait des soucis effectivement techniques, et il y avait le point de vue de certains paléanthropologues qui disaient que c'était encore trop des objets de découverte scientifique, qu'on avait encore trop de recherches à faire dessus pour finalement les rendre un peu moins accessibles à la science. Pourquoi c'était important pour vous de pouvoir vraiment les exposer? Moi, je considère qu'on est dépositaire de collections et c'est à nous de les montrer au public. Eh bien, ce sera le cas demain, puisque c'est l'ouverture du rideau. Le livre, on a fait un très beau livre qui s'appelle Une belle histoire de l'homme chez Flammarion et qui reprend plein de questions qui sont abordées dans le parcours permanent. Toute la biblio est sur le site de 60 chercheurs. Voilà. Evelyne Heyer, Agnès Parent, Alain Froment, merci beaucoup. Demain, votre cœur va battre peut-être un peu plus vite. Oui. Et vous serez dans les salles, j'imagine, à écouter ce que vous diront le public. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Fin de cette journée spéciale.